Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Une photo vaut 1000 mots, entend-on souvent dire. C'est à cette conclusion que l'on pourrait aboutir après la publication il y a quelques jours d'une photo sur les réseaux sociaux. Une photo d'après le bâtonnier de l'ordre Tchakounté Paty Charles, comprise certains avocats en robe et vraisemblablement dans un domicile privé regroupé autour d'une personnalité politique du Cameroun. Fin de citation. Pour le bâtonnier Tchakounté Paty, les domiciles privés ne sont d'aucune façon les lieux où la robe d'avocat peut être portée, sauf situation très particulière sur autorisation expresse et préalable du bâtonnier. D'autres confrères, à l'instar de maître Christian Beaumont, évoquent une polémique sans raison, car ses confrères, à la suite d'un procès immense, plus de 500 personnes et 300 procédures, ont décidé de solenniser une telle réussite professionnelle en portant leur robe et en prenant quelques photos. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Maintenant et tout de suite, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Des avocats en robe chez le professeur Maurice Kamto, le barreau divisé. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec maître Moustapha Ngouana. Bonsoir maître. Bonsoir Serge Alain, je suis une fois de plus heureux de me retrouver sur votre plateau et je salue également vos nombreux téléspectateurs. Voilà, maître Moustapha Ngouana, avocat au barreau du Cameroun, c'est bien cela? Absolument. Voilà, dans la lettre on dit que vous pouvez militer à n'importe quel parti politique, c'est bien cela? On reconnaît ça à l'avocat. Absolument, et je suis et je le revendique, militant du Social Democratic Forum, dont je suis un des conseillers juridiques nationaux. Je suis également conseiller municipal à la commune de Douala 5e. Donc il n'y a pas antinomie entre la profession d'avocat et l'exercice de l'activité politique. Je dois d'ailleurs dire que dans la plupart des grandes démocraties, les avocats sont ceux qui font la politique un peu plus que les autres. Ouais. Et il faut même d'ailleurs regretter qu'au Cameroun, les avocats se soient défaussés de cette responsabilité qui est la leur, de pouvoir être les éclaireurs de la société pour se contenter uniquement des activités purement économiques. Donc il est important que les avocats s'intéressent davantage à la politique pour que le barreau soit davantage fort et pour que la société camerounaise puisse bénéficier de cette capacité du barreau-là à pouvoir intervenir chaque fois. Parce que voyez-vous, lorsque nous sommes présents à la représentation nationale dans toutes les institutions de la République, il est plus facile pour les avocats d'obtenir des résultats que lorsque nous n'avons personne dans toutes ces instances-là. Lorsqu'on est un avocat parlementaire, par exemple, nous pouvons plus facilement, à travers ces parlementaires-là, faire passer un projet faire passer les volontés qui sont les nôtres. Et également, donc, ce n'est pas le cas. Vous savez qu'aux États-Unis, le Congrès, très souvent, est à 50% constitué d'avocats. Et il faut dire que les hommes d'État les plus brillants dans plusieurs États sont des avocats. Mandela était avocat, Castro était avocat, et donc Gandhi était avocat, Sarkozy, François Mitterrand et autres. Donc vous comprenez que en réalité, le champ politique est le champ par excellence de l'avocat, parce que l'avocat est au contact de l'humain, il est au contact de ses difficultés, il connaît son vécu quotidien. Donc il est à même de le comprendre et de pouvoir, dans le champ politique, apporter des réponses adéquates aux problèmes qu'il rencontre. Voilà, justement, c'était pour introduire ce troisième paragraphe du communiqué du bâtonnier de l'ordre, maître Tchakounté Paty dit: en effet, si l'avocat est un citoyen jouissant comme tel de tous les droits consacrés par la Constitution, y compris celui d'adhérer à une telle formation politique de son choix. Bonsoir, maître Augustin Gueffa. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis content d'être de retour sur ce plateau. Dire de l'avocat qu'il est à tout moment, à toute heure et partout la référence, c'est exact.
C'est ainsi que vous trouverez des avocats, en tout cas, pour caricaturer ou simplifier, la parole de l'avocat est à celui qui demande. Et tout en le disant, la politique, c'est un choix. Par exemple, moi, je n'ai pas encore choisi de parti politique. C'est un projet. Pas encore. Oui. Merci. Okay. À côté de vous, Maître Fabien Kenyi. Bonsoir. Vous avez déjà fait un choix, c'est ça? Bonsoir, Serge Alain. Oui. Ce n'est un secret pour personne. Bien évidemment, je suis un membre convaincu du MEC et je le demeure. J'ai été piqué par le virus de ce parti dont je ne parviens et dont je ne voudrais même pas m'en séparer. Okay. Cela dit, je voudrais aussi dire bonsoir à tous les téléspectateurs, à mes chers confrères. Surtout, je voudrais parler aussi de la diaspora qui me regarde et qui me suit parfaitement en ce moment. Ok, je reviens à vous, Maître. Ancien sympathisant et peut-être militant du SDF. Je l'étais, mais pendant que la bague coulait, je me suis dédié. Voilà, Maître Fabien, je reviens à vous. Dans un Fabien Kenyi, je reviens à vous. Bonsoir, Maître Emmanuel Pessi. Bonsoir, Serge Alain. Votre couleur politique est connue de tous, hein, c'est un secret polichinelle. Oui, mais je revendique que je suis membre du RDPC depuis très très longtemps. Oui. Avant même beaucoup. Oui. J'étais même dans la jeunesse de l'UNC. Oui. Donc c'est un parti que j'ai toujours eu à fréquenter avec beaucoup de plaisir et de passion. Oui. Et je tiens ici d'ailleurs à dire bravo à tous mes confrères qui se sont engagés dans les partis politiques de leur choix. Oui. Je dois ajouter d'ailleurs qu'une autre personnalité comme Barack Obama était également avocat. Oui. Et que je souhaite que la plupart des avocats s'engagent politiquement, parce que faire de la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. Et donc nous allons avoir un sujet fort intéressant tout à l'heure que vous allez aborder. Oui. Je vais essayer de l'éclairer sur la base d'abord de ma grande ancienneté. Vous pouvez nous rappeler, vous êtes je suis depuis combien d'années dans le barreau? Depuis 42 ans. Le barreau camerounais? Le barreau camerounais depuis 82. J'ai d'abord été avocat au barreau de Paris, donc j'ai une expérience internationale et j'ai été membre du Conseil de l'Ordre dans de très hautes fonctions et président de la commission des relations internationales du barreau pendant une quinzaine d'années et vice-président de l'Ordre. Et je dois dire ici que c'est un sujet qui est très intéressant. Vous voyez bien que j'adhère totalement au communiqué du bâtonnier de l'Ordre. Oui, quand je vous ai appelé ce matin, vous m'avez dit il n'y a pas de souci. Oui, c'est quelqu'un. Vous voulez en parler? Oui, je voulais en parler. Voilà, j'en parlerai sans passion. Ok. Je commence par vous, Maître Fabien Kenyi, parce que vous étiez là, vous faites partie de ces avocats qui sont sur cette photo qui fait aujourd'hui polémique. Dites-nous les séquences. Je crois que la régie va de temps en temps nous montrer cette photo. Dites-nous, Maître Fabien Kenyi, qu'est-ce qui motive cette descente chez votre client, on va le dire comme ça, le professeur Maurice Kamto? Arrêtez ça, Alain, je ne comprends pas la polémique qui a cours autour de cette photo. De cette petite image. Voyez-vous, après que son Excellence, le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu, ainsi que ses alliés et beaucoup de nos amis politiques ont retrouvé leur liberté, dans son infinie bonté, dans son humanisme qu'on lui connaît, qu'on ne conteste pas, le professeur Kamto a pris celui de nous inviter à son domicile pour nous dire merci. C'est ainsi que nous sommes battus pendant pratiquement 9 ans pour le sortir de l'arbitraire dans lequel était 9 mois autant pour moi, pour le sortir de l'enfer dans lequel on l'avait injustement embastillé. Nous sommes donc retrouvés à son domicile. Nous avons pris sur nous de sacraliser cet instant en portant notre nom. Et voyez-vous, lorsque vous regardez bien cette image-là, bien que le professeur Maurice Kamto soit un avocat, il est en civil. Qu'est-ce qu'il faut-il comprendre de cette image-là? Cela voudrait dire que nous avons un détachement de l'indépendant total par rapport à notre client, qui, faut-il le rappeler, est tout aussi avocat comme nous au barreau de Paris. Nous l'avons donc fait dans un domicile privé
Et c'est courant dans le barreau. Mon confrère, Maître Pincy, ne démentirait pas. Ah, il a lu, si vous le permettez. Voilà, permettez, s'il vous plaît, cher confrère. Vous aurez votre temps de parole. Vous aurez votre temps de parole, autant pour moi. Vous aurez constaté que des avocats, parfois, demandent des messes d'action de grâce à la suite des prestations de serment et vont à la messe porter leur touche. Vous aurez souvent constaté qu'à la suite de ces prestations de serment, les avocats se trouvent pendant des cérémonies festives avec leur robe. Ce qui est en réalité en cause dans cette image, ce n'est pas tant que les avocats aient avec leur robe dans un domicile privé. La personne qui est visée, c'est le professeur Maurice Kamto. Et je m'étonne de la sortie du débat politique. Et je m'étonne. On a transporté un problème professionnel sur le débat politique, puisque nous y sommes. Je voudrais dire que je m'étonne de la réaction de certains confrères qui, pendant son embastillement, n'ont jamais émis la moindre compassion et qui se... Donc, certains parmi eux, les meneurs de cette cabale-là, il y en a qui étaient même contre la suspension du port de la robe qui avait été inspirée par la quasi-majorité des avocats. Ce sont les mêmes, si vous consultez bien la toile, c'est les mêmes qui se retrouvent aujourd'hui en train de nous vouer aux gémonies. Ok, voilà. Maître Pincy, il y a justement dans le communiqué, on va puiser dans le communiqué du bâtonnier. Il dit à un niveau, la photo en cause désacralise la robe. Dites-moi, cette photo, en quoi elle est indigne? Je veux d'abord rappeler que le port de la robe, moi je parle de Paris, après plusieurs péripéties, date de 1810. Et les avocats doivent porter une robe qui est réglementaire. Elle est réglementée au Cameroun. Vous portez la robe avec un rabat, avec des manches, avec une épitauge herminée. Donc c'est ça, les anglophones ont leur robe qui est distinctive avec une perruque. Certains avocats, je crois que notre confrère s'y présente de temps en temps, mettent au-dessus de leur tête une petite toque qui est admise. Je dois dire que s'agissant de la toque, elle peut se mettre lors complète, mais on doit l'enlever lorsqu'on lit les pièces. Donc c'est des us et des coutumes. Je dois d'ailleurs dire, par rapport à notre confrère Fabien Keigné, que je faisais partie de la délégation officielle de l'ordre des avocats pour aller défendre la grève au niveau de la chancellerie. Je le sais parfaitement. Et que j'ai toujours soutenu cela sur la base de ce qui a été fait, sur les principes et les abus qui ont été commis. Et que ça a été bien reçu au niveau du ministère de la Justice. S'agissant de ce qui s'est passé au niveau de cette photo, je dois dire que les dispositions de l'article 41 disent que lorsqu'il se présente devant une juridiction du règlement intérieur, l'avocat doit revêtir sa toge, sauf si les usages en disposent autrement. Il doit éviter de la mettre ou de la retirer dans les salles d'audience. Maintenant, ce qui, moi, me choque dans cette affaire, ce n'est pas une affaire de Kamto. Kamto, manifestement, ne connaît pas très bien les règles de déontologie professionnelle, parce que, en aucun cas, l'avocat ne doit être en robe chez un client, jamais porter la robe chez un client. Je crois que cette photo des avocats aurait pu être prise devant un tribunal militaire ou bien à côté, aux sorties du tribunal militaire, mais pas au domicile de Kamto. On ne met pas la robe d'un avocat au domicile d'un client. Je dois d'ailleurs dire que si on va rencontrer un client dans ce bureau, c'est parce que l'avocat le veut bien, mais en règle générale, c'est lorsque vous avez une convention particulière qui vous permet d'y aller. Mais en aucun cas, vous n'allez porter votre robe chez le client, n'est-ce pas, quand vous allez le voir, ni dans son domicile. Tout à l'heure, j'ai entendu mon ami Keigné dire que lorsqu'on fait une messe d'action de grâce, les avocats mettent les robes. C'est une faute. Les avocats n'ont pas à mettre les robes lors du culte d'action de grâce. Ça ne se fait pas. Alors, je crois d'ailleurs que, et moi je vais suggérer ça au bâtonnier, de sortir une résolution
ferme du Conseil de l'ordre, parce que les avocats, on doit savoir que le port de la robe et la description sont par le Conseil de l'ordre. Et le Conseil de l'ordre doit prendre une résolution pour expliquer aux avocats quand on doit mettre le port de la robe. On ne la met pas n'importe où et n'importe comment. Je crois que les avocats qui ont pris cette photo n'ont pas voulu faire un scandale. Et ce que a dit King tout à l'heure, et je le crois de bonne foi, ils ont voulu, disons, fêter l'événement, immortaliser cet événement. Ils l'ont fait, à mon avis, sans savoir qu'ils commettaient une faute professionnelle. Parce que c'est une faute professionnelle. J'ai lu ce que Christian Boumo a écrit, c'est une ânerie. On n'a jamais vu. Les avocats peuvent mettre la robe lorsque le Conseil de l'ordre prend une résolution, par exemple, de dire qu'on va défiler. Dans des circonstances particulières, lorsqu'il y a le deuil d'un avocat et qu'on doit faire, par exemple, une procession au palais de justice, on met la robe. Mais on ne met pas la robe chez un client. Ça, c'est ce que je dois dire. Je n'ai rien contre Camto. Mais, et je dois dire d'ailleurs que je ne pense pas que ceux qui étaient accroupis faisaient allégeance. Mais c'était peut-être pour permettre aux photographes de pouvoir prendre tout le monde. Mais en aucun cas... l'ont pourtant dit. Non, moi je vous donne, moi, ma position. Je pense que vous étiez de bonne foi quand vous y êtes allé. C'est pour cela que, d'ailleurs, que je pense que le bâtonnier n'a pas pris la décision d'engager une procédure disciplinaire, mais s'est contenté tout simplement de faire un communiqué qui est une mise au point. Et je suggère d'ailleurs sur ce point-là qu'il y ait un séminaire pour expliquer aux avocats dans le cadre d'une formation permanente comment ça se fait. Je n'ai rien contre les avocats du MRC. Moi-même, tout le monde le sait que au niveau du RDPC, ma tête est dedans à plein. Et que je trouve normal que de brillants avocats puissent aller fêter avec leurs clients. Mais de grâce, s'il vous plaît, il ne faut pas mettre la robe dans toutes les sauces. C'est comme certains qui peuvent mettre la robe pour marcher en route. C'est comme ces jeunes avocats anglophones qui ne font même pas un barreau. Marcher en route, vous connaissez... Les avocats ont possession de... ça, c'est autorisé. Oui. La possession est autorisée. Ça fait partie de ce qu'on appelle des us et coutumes. Voilà. Et ça, c'est autorisé. Donc, quand vous perdez un confrère, vous allez au palais de justice. Il y a un discours qui a été fait. Ça se fait également pour les magistrats. Ça se fait également pour les notaires, comme ça s'est fait récemment, il y a 2 jours, pour un notaire qui est décédé. Mais s'il vous plaît, désacralisez. Ne mettez pas la robe d'avocat n'importe quand, n'importe où. C'est quelque chose de très important, historique. On vous la fera lors d'un séminaire au niveau du barreau pour que vous compreniez l'importance de la robe d'avocat. Maître Christian Guépard, dites-nous en quoi cet acte est indigne. Mais moi, je m'inscris en faux sur le qualificatif indigne. D'abord, désacraliser veut dire faire perdre à l'objet ou bien au bien sa valeur. Oui. Est-ce que se placer aux côtés du professeur Maurice Kamto, le seul Camerounais en Afrique centrale, à faire partie du curatorium, est-ce que se placer à ses côtés, s'il vous plaît, est-ce que se placer à ses côtés, prendre une photo avec lui, que vous venez de le défendre, avec votre robe, c'est faire perdre... C'est dans son domicile. S'il vous plaît. Ne mettez pas votre vocabulaire. Non, c'est pas un vocabulaire. Je ne suis pas politicien. Donc je ne suis pas là pour contexte. Je suis pas là pour manipuler le mensonge. Voilà, il faut dire la vérité. Je dis, est-ce que se placer aux côtés du professeur Maurice Kamto, que vous l'aimiez ou pas, c'est le meilleur d'entre eux. Ils ne sont pas 2 en Afrique centrale. Est-ce que se placer aux côtés de lui, l'avoir défendu, est-ce que c'est dévalorisé? Je pense plutôt que même un ministre d'État au Cameroun n'a pas la substance de ministre Kamto. Laisse-le complexe. Laissez-moi, s'il vous plaît. Laisse le complexe. Je ne suis pas un étudiant de Kamto et parle en tant qu'avocat indépendant. Serge Alain. Oui, allez-y. Je sais que quand vous m'invitez, je fais perdre aux gens leur sens. Non, ça va, mais, je suis très calme. Alors, moi, retenez que je ne suis pas un membre du parti politique. Pas de complexe. C'est un rêve de certains agrégés d'être à la place de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto. C'est le Seigneur, c'est le Dieu, c'est la lumière. Pour tous ces jeunes avocats qui l'ont défendu, prendre cette photo, c'est montrer à la face du monde.
c'est écrit leur part de l'histoire. Alors, les jaloux, ils se cachent pour développer cette logique. Mais en droit, moi, en tant qu'avocat, j'ai du recul pour parler de cette affaire. Je ne fais pas les commentaires pour expliquer ce qui doit être protégé ou encadré. Voyez-vous, j'ai suivi tout à l'heure mon distingué confrère Pensi évoquer les articles 29, 40 et 41 pour justifier son développement. J'ai dit qu'il manque d'arguments. S'il a été à Paris comme il le dit, Mais pas comme il le dit. s'il vous plaît, Non, non, non. il doit connaître l'article 3 de la loi organique des avocats qui date du 16 décembre 1971 qui sanctionne et encadre le port de la robe. Parce qu'en réalité, là, nous sommes dans un domaine où on traite... Ça, c'est la loi française. Parce qu'il faut préciser. La loi camerounaise est date de 90. Donc, il faudrait préciser. Qu'est-ce que ça fait mal d'empêcher les gens de connaître la Il faut vérité? être précis sur les textes. C'est tout. J'ai dit, et je le répète, organique au Cameroun, il n'y a pas de 71. j'ai dit l'article 3 de la loi organique française, parce que j'ai dit, si vous avez été à ce barreau, vous devez savoir que l'article 3 dit organise le port de la robe et sanctionne les violations. Et là, nous sommes dans le titre, si vous ne connaissez pas, réalisé André Damien, c'est clair. Là-dessus, il s'agit des obligations de l'avocat. Ça encadre le titre même de l'avocat. C'est le premier élément. Le second, c'est le costume de l'avocat. Or, lorsque nous évoquons la notion de us et coutume, la robe n'a plus d'us, n'a plus de coutume du moment où ça évolue chaque 10 ans. On ne peut plus dire qu'il y a une coutume ou bien des us qui sont assis. Non. Alors, ça dépend maintenant de chaque État. C'est pourquoi vous verrez que si vous faites partie de la Confédération des avocats de l'Afrique de l'Ouest, le costume n'est pas la même chose. Au Cameroun ou bien en Afrique centrale, c'est en train de se mettre en place avec le bâtonnier Patrice Monté, qui est le président de l'UNAC, des avocats de l'Afrique centrale. Je suis convaincu que le costume ne sera pas la même chose. Donc vous ne parlerez plus de façon linéaire des us et coutumes. Revenons donc au Cameroun. Quelle est la sanction? Parce que là, il ne faut pas faire dire au bâtonnier ce qu'il n'a pas voulu dire. Je suis totalement d'accord avec son communiqué. Oui. Parce qu'en réalité, il dit la photo en cause désacralise la robe. Non, le vocabulaire est grave. Je suis vous n'êtes plus d'accord. Laissez-moi. Est-ce que Vous dites quelque chose de principe. Un texte, c'est un tout. Ce n'est pas à la place de là. C'est pourquoi les lapsus sont permis dans un texte. C'est un tout. Il s'agit de protéger quelque chose. L'honneur de l'avocat. La qualité de l'avocat. Est-ce que ceux qui ont porté cette robe en ce moment étaient des avocats? La réponse c'est oui. Est-ce qu'il y a une sanction prévue? Aucun d'eux qui ronfle là ne peut me dire oui ou non. Il n'y en a pas. En dehors de la sanction. Je réponds. Vous ne pouvez pas dire à un avocat qu'il ronfle. Je vous dis, vous ne pouvez pas. Vous devez retirer. Je retire. J'espère que ça va vous permettre de vous calmer. Mais c'est vous qui n'êtes pas calme. Bon, je continue. Je disais que le communiqué du bâtonnier vise un seul objectif. Nous devons rester cohérents et protéger notre corps, qui est déjà assez en difficulté. Or, les textes tels que conçus aujourd'hui ne permettent pas au bâtonnier de mettre quelques sanctions. Ah bon. Ne permettent, d'abord, il ne peut pas. Ah bon. S'il faut une sanction, il faut convoquer le Conseil de l'ordre. Oui, justement. Il faut convoquer le Conseil de l'ordre. Est-ce que la Et en le faisant, il faut trouver le texte qui permet d'infliger à ses avocats quelques sanctions. Oui, bien sûr. C'est pourquoi lui-même, Maître Pensi a dit, il va suggérer au bâtonnier de prendre une résolution. Ça n'est pas à venir. On n'est pas dans l'engagement préventif. Ce qu'il faut faire. Vous allez suggérer la résolution parce que vous savez qu'il y a un vide juridique. Non, je ne pense pas. Ah, ok, bon. Moi, je m'arrête là pour donner la parole. Maître Moustapha Mbana, Oui. sur la démarche, est-ce que... Je crois qu'il faut... Est-ce qu'un communiqué, est-ce que Vous savez, le communiqué... Vous savez déjà, quand on est avocat, il ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas
de venir remettre en question une décision qui a été prise par le bâtonnier. Oui. Parce qu'ici, il s'agit du respect des règles. Les règles qui sont les nôtres. Maintenant, on doit mettre de côté les émotions et dire les choses comme elles se doivent d'être. Le bâtonnier a pris une résolution parce que c'est lui qui est le chef de l'ordre. C'est lui qui fixe le cap. C'est lui qui montre la direction. Sous sa mandature, il décide de la manière avec laquelle il souhaiterait que les choses soient organisées dans l'intérieur supérieur de la corporation. Il faut que cela soit su. Et il faut également qu'il soit su que la profession d'avocat n'est pas régie que par les textes. Elle n'est pas uniquement régie par les textes. C'est des usages séculaires. J'ai envie de convoquer ici le doyen Carbonnier qui disait que la coutume, c'est le droit qui s'est formé avec l'habitude. Et lorsqu'on parle d'usage, l'usage, c'est de la coutume, mais appliquée à un secteur particulier. Ça peut être un secteur de la justice, ça peut être à une région. Donc, ça dit qu'il y a des usages qui sont... En fait, il y a des pratiques qui sont séculaires, qui ont sécrété des règles, qui sont opposables aux avocats. Donc, les avocats n'ont pas absolument besoin de ce qu'un texte leur dise clairement pour qu'ils soient obligés de le respecter. Comme on a dit tout à l'heure, comme les autres l'ont dit, d'abord, nous sommes unanimes sur la question. Il y a des règles et nos règles ne sont pas toutes écrites. Oui. Donc nous savons que nous devons porter la robe au palais et consorts. Mais il n'est dit nulle part dans le règlement intérieur, par exemple, que lors des processions, nous mettons nos robes. Mais nous savons que lors des processions, lorsque nous rendons hommage à un confrère, nous devons mettre nos robes. Le bâtonnier a tenu à repréciser les choses. Il a dit que dans le barreau tant qu'il le dirige, il ne nous appartient pas à nous, les avocats, d'aller au domicile d'un client avec une robe. Peut-être que cette pratique-là aurait pu s'institutionnaliser avec le temps également et devenir une coutume, devenir une pratique qui serait opposable également à tous les avocats. Mais le bâtonnier a tenu à dire stop. Mais il faut également tenir compte du contexte. Oui. Il faut tenir compte du contexte. C'est qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que le barreau est devenu une formation politique, ce qui n'est pas le cas. J'ai beau être avocat et militant du SDF, mais lorsqu'il s'agit des affaires de la corporation, je sais faire un distinguo, je sais arborer la tunique d'avocat et mettre celle de politicien de côté. Alors, dans ce contexte-là, vous conviendrez avec moi que les avocats du MRC se sont retrouvés dans une situation particulière. Et j'ai la faiblesse de penser que si le contexte n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui, qu'il n'était pas impossible que le bâtonnier, par exemple, ne mette pas son communiqué et qu'on fasse une admonestation aux avocats en interne, qu'on leur dise, messieurs, ce n'est pas comme ça que cela doit être. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a d'abord eu la grève. Il y a eu le contexte de la grève. Après la grève, il y en a qui ont estimé que le bâtonnier avait pris fait et cause pour le MRC, alors que les positions qui étaient défendues par le bâtonnier étaient les positions de principe. Même Maître Penty, qui est ici à mes côtés, était solidaire de la démarche du bâtonnier, quoique étant avocat du RDPC. J'étais au ministère avec lui. Et j'étais sur un plateau de télévision avec lui. Il soutenait et il défendait la position du bâtonnier relativement à la grève. Maintenant, on s'est dit qu'après cet épisode-là, que des avocats se retrouvent donc chez le procès Maurice Kamto, pour qui j'ai le plus grand respect, il faut le dire, parce que nous n'avons pas beaucoup d'enseignants en faculté de droit qui ont son pédigré. Et les avocats se sont retrouvés là-bas, en toute bonne foi, je dois le dire, parce que j'ai quand même discuté avec quelques-uns. Ils se sont retrouvés chez le procès Maurice Kamto, dans la volonté d'immortaliser ce moment-là. Ils étaient pris par une certaine euphorie. Et dans cette euphorie-là, donc, ils ont voulu, c'est le type de photo que la plupart des jeunes avocats veulent garder c'est-à-dire que pour la vie. Immortaliser, comme j'ai dit. Donc, je crois que si la polémique enfle, c'est parce qu'il y a malheureusement des pourfendeurs qui veulent réduire le barreau au silence. Et le bâtonnier donc doit pouvoir sauvegarder les intérêts supérieurs de la profession en prenant des positions de principe. De la position qui est prise par le bâtonnier, c'est une position de principe. Mais il ne faut pas non plus qu'on essaye de diluer les pouvoirs qui sont les siens en prétendant qu'il ne peut pas entrer en voie de sanction contre les confrères en question. Parce que les usages, notre profession est assise beaucoup plus sur les usages même que sur les textes que nous avons par devant nous. Vous comprenez? Alors vu sous cet angle-là, on va dire que les gens étaient habités par la bonne foi.
Ils étaient habités par la bonne foi au moment où ils sont allés chez le professeur Maurice Kamto. C'est tout à leur avantage. Il n'est pas impossible que si j'avais été son avocat, peut-être que je me serais retrouvé dans les mêmes circonstances. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on en fasse toute une histoire. Et le barreau n'est pas un parti politique, contrairement à ce que certains disent. Et le bâtonnier n'a pas non plus instruit aux avocats de Kamto d'aller chez lui prendre une photo et consort. Les actes individuels parce que c'est un acte individuel collectif. Les actes individuels collectifs posés par ces individus n'engagent pas le barreau, n'engagent pas la responsabilité du bâtonnier. Donc il ne faudrait donc pas que les gens fassent enfler la chose et qu'aujourd'hui on se retrouve en train de tirer sur la corporation et que le bâtonnier se retrouve obligé de devoir rappeler les principes. Donc il est absolument dans son rôle et il ne nous appartient pas, nous avocats. Certains pensent même qu'il n'était pas obligé. Est-ce que le bâtonnier est obligé de se justifier? Voyez-vous, on dit votre corps, il est. Voyez-vous, nous sommes un corps d'élite. Voilà. Nous sommes une profession indépendante. Parce que là, c'est comme si le bâtonnier répondait. Nous sommes une profession indépendante. À l'homme de l'adoption, au peuple. Je dois également vous dire qu'on doit tenir compte du contexte. Oui. Au regard du contexte, le bâtonnier s'est senti dans la nécessité d'avoir à clarifier les choses. Il parle de mise au point. Il faut pas les mises au point. Je vous ai dit que si on avait été dans un contexte différent, il aurait été possible que cela passe inaperçu. Oui. Mais il ne faut pas que nous voilions la face. Le Cameroun est aujourd'hui en pleine ébullition. Il y a beaucoup de... Donc vous convenez que c'est parce que c'est le professeur Maurice Kamto? Si ça avait été c'est quelqu'un d'autre. Je ne voudrais pas donner l'occasion aux uns aux autres de tirer ce professeur Kamto. Je dis que le Cameroun traverse une phase très compliquée de son histoire, une phase critique de son histoire. Alors, ça dit que les gens sont prêts à faire feu de tout bois. Donc il n'aurait pas été impossible qu'on se retrouve face à quelqu'un d'autre et que la situation soit carrément la même. Mais il faut savoir aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto cristallise quand même l'opinion nationale, et chaque acte qu'il pose est quand même, on ne peut plus. Moustapha, voilà ma question, maître Moustapha, ma question est celle-ci. Si les avocats se retrouvaient au domicile de Paul-Éric Kingué, par exemple, faisaient une photo, est-ce que ça aurait le même retentissement qu'aujourd'hui? Parce qu'on voit la photo avec le professeur Kamto. Voyez-vous, en parlant de contexte, moi j'ai vu par exemple une photo qui circule sur les réseaux sociaux où le bâtonnier à Keremouna s'est retrouvé à la présidence de la République en robe. Le bâtonnier à Keremouna s'est retrouvé à la présidence de la République en robe. Avec qui? Avec le président Beki pour remettre un prix qui est déterminé dans les circonstances. Je ne dis pas. Il y a un texte qui organisait ça. Il y a un texte qui organisait sa présence. Oui, il venait avec un rôle. Non, est-ce qu'il y a un texte qui autorisait le port de la robe à la présidence de la République? C'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire. Il y a les avocats qui mettent les robes. C'est à moi que la question te posée, je vous en prie. C'est à moi que la question te posée. Vous ne savez pas. Et je vous disais donc, il faut faire de la casuistique. Il faut tenir compte des circonstances. Moi je vous dis qu'il faut aller au cas par cas. Vous comprenez? Et on pourrait également ça dit que s'il faut être équitable, on pourrait également dire que le bâtonnier, par exemple, Makere, n'était pas en droit de se retrouver à la présidence de la République en robe. Vous comprenez? Mais le contexte est complètement différent. C'est pourquoi je dis qu'il faut tenir compte du contexte pour pouvoir établir, c'est-à-dire qu'une comparaison ou quoi que ce soit. Et il n'est pas impossible qu'au regard du caractère, on ne peut plus électrique de Paul-Éric Kingué, qu'une photo comme celle-là également soulève une espèce de hola de quelques-uns qui se mettent aujourd'hui à crier dans tous les sens. Okay. Donc de mon point de vue, il faut tenir compte du contexte. Absolument. Bon, moi j'ai quelque chose à dire et qui me choque. C'est-à-dire il y a une propension actuellement, j'ai dit de jeunes confrères parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, de contester systématiquement toute prise de parole du bâtonnier. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Moi, j'étais membre du conseil de l'ordre. Donc, il y a un complot contre le bâtonnier. C'est pas simplement le bâtonnier. Vous parlez des jeunes. C'est-à-dire, il y a certaines qui disent qu'ils essaient 100 € pour ailleurs, j'en sais rien, qui écrivent n'importe quoi. Et ça, franchement, lorsque le bâtonnier prend une position, il le fait. Je me rends compte d'ailleurs que, à part un mot, et tout le monde trouve que
le communiqué du bâtonnier est quelque chose de fondé et de recevable, mais il y a d'autres qui se mettent à contester n'importe quoi pour contester. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est faire preuve d'indiscipline. Et là, déjà, lorsque le bâtonnier prend une décision comme ça et que vous commencez à écrire dans les réseaux sociaux, c'est de nature à entraîner des poursuites. Des poursuites par le Conseil de l'ordre qui vous convoque pour vous donner une sanction. Ça, je crois qu'il faudrait que les confrères le sachent. L'ordre des avocats, c'est pas le désordre. Ça, il faudrait vraiment, c'est pas une tautologie, mais c'est un mot. Mais il faudrait savoir que nous avons un comportement, et nous avons un comportement. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un membre du Conseil de l'ordre qui est dans la photo, et qui doit savoir que lorsqu'un membre du Conseil de l'ordre commet une faute, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il peut être convoqué par le procureur général. Soit pour faire une annotation verbale, soit pour ouvrir une procédure disciplinaire contre lui directement. Donc c'est ça qui est prévu par les textes. Moi, je dis que ces confrères-là, je comprends le contexte dans lequel cette affaire est intervenue. D'ailleurs, elle est intervenue parce que le président de la République, dans le cadre de sa générosité, même si le MRC n'est pas d'accord, puisque vous avez contesté le fait qu'il soit élu, vous acceptez quand même sa décision ex-qualité de président de la République. Ce qui veut dire que, implicitement, vous acceptez le fait qu'il est. Or, puisque vous parlez de l'arrêt de poursuite, qu'est-ce qui peut avoir motivé cet arrêt de poursuite? Parce qu'on m'a fait comprendre que c'est pour des exigences d'ordre public. La décrispation de l'atmosphère. Et je dois dire que le président de la République a dribblé tout le monde. C'est-à-dire, dans son attitude, effectivement, tout le monde le lui avait demandé. Au niveau international, les États-Unis, l'Union européenne, les États-Unis, la France. Il y a de pression. Non. Un président de la République tient toujours compte de tous les éléments. La pression aurait été, lorsqu'on le lui a demandé il y a 9 mois, de le faire immédiatement. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience pour pouvoir décider que, compte tenu du contexte, il faudrait faire en sorte qu'il y ait un apaisement à l'intérieur de la République. Et d'ailleurs, je pense qu'au niveau du MRC, il y a eu un apaisement, sauf quelques petites déclarations de temps en temps de Camto pour exister et au niveau de la galerie. Moi, je dois dire une seule chose, et je dois dire ça aux confrères. Les avocats pouvaient faire l'agrégation s'ils le voulaient parce qu'ils sont intelligents. Mais l'agrégation en Europe, c'est quand vous voulez enseigner. Vous comprenez? Donc, si vous avez choisi la profession d'avocat, c'est parce que vous avez voulu faire cette profession-là. Les autres, lorsque vous êtes agrégé, vous êtes avocat sur titre. Donc, vous ne connaissez pas les règles de déontologie professionnelle. Donc, les règles de déontologie professionnelle que nous avons, moi, en mon temps, quand j'étais au Conseil de l'ordre et tout, et pour le faire pour inculquer aux avocats, il faudrait que nous arrivions à les approfondir. Parce qu'à mon avis, ça commence à avoir une dérive. Et il était important que le bâtonnier sorte ce communiqué. À partir du moment où le bâtonnier a sorti ce communiqué, il faut arrêter de continuer à le contester. Et là, vous rentrez dans le cadre d'une faute disciplinaire. Et c'est ça que je voulais leur dire. Je dis qu'ils sont allés de bonne foi. Même le membre du Conseil de l'ordre, dans l'euphorie, il y est allé. Mais après le recul, le bruit que ça fait, d'autres ont dit même qu'il faisait allégeance à Camto, que Camto, je crois que d'ailleurs c'est notre confrère qui a commencé à dire que vous l'avez appelé quoi, son excellence, avec des termes dithyrambiques qui m'ont un peu écœuré venant d'un avocat indépendant et libre. Il faudrait savoir tout simplement qu'on ne parle pas comme ça d'un confrère, quels que soient les diplômes qu'il a, et que vous avez des diplômes qui sont importants et très importants qui doivent vous donner, lorsque vous parlez, d'avoir un peu de recul au niveau de votre langage. Maître Fabien Kenyé, le communiqué est clair, hein? La photo désacralise la robe. Est-ce que vous percevez la chose comme ça? J'ai bien pris connaissance de ce communiqué du bâtonnier. Permettez-moi, avant de répondre, bien entendu en invitant mon confrère aîné, Maître Pincy, de garder tout son silence par respect du principe du contradictoire. Moi, je dois lui dire d'emblée que votre créateur n'avait pas de choix. Il avait l'obligation de libérer Camto. Et il l'a fait. Parce qu'il n'avait... Il m'a crié en quoi? Je suis avocat. C'est comme ça que vous l'appelez. Non, moi je n'ai jamais appelé. Vous êtes prié d'emblée. Il n'est pas mon créateur. Je suis avocat. Je vous ai demandé de m'écouter
tranquillement. Depuis Comme je l'ai fait 25 tout à l'heure. Ne lui posez Par pas les respect mots. du principe du contradictoire, je vous l'ai dit. Je Vous vous ai dit m'attaquez, que votre c'est pas mon créateur. bon, il n'est pas votre créateur. Il est le créateur de certains membres du LDPC. Voilà, c'est mieux dit. Il n'avait pas le choix, il devait libérer son excellent, le brillantissime professeur Maurice Kamto. Voilà. Cela a été fait. Voilà. On va revenir maintenant au se connaît en Corée du Je Nord. voudrais vous dire que M. le bâtonnier aurait pu se passer de ce communiqué-là. Voilà. Personne Est-ce qu'il y a un n'ignore le problème dans soutien. la démarche? Il y a un problème. Je m'en vais m'expliquer. J'ai un problème par rapport à ce communiqué. Personne n'ignore ici ou ailleurs le soutien que je porte à notre bâtonnier. J'ai fait partie de ceux qui ont battu cette campagne pour qu'il soit aujourd'hui notre bâtonnier et demain je le ferai encore. Je le plains finalement par rapport à ce communiqué parce qu'il est aujourd'hui soumis au feu nourri des politiques. Donc vous voulez dire que le bâtonnier est sous pression? Il est sous pression, le bâtonnier? Il tient le coup. Il a réagi suivant le calendrier politique créé par certains jaloux, comme l'a dit mon confrère Guéfac, qui aurait souhaité peut-être être à notre place ou avoir le privilège de défendre le brillant professeur Maurice Kamto. Quand j'en viens, je voudrais vous dire, Maître Pensy, vous avez tout à l'heure donné lecture de l'article 40, si je me rappelle très bien, du règlement intérieur de notre barreau. Je voudrais vous indiquer relativement à cet article que nulle part, par les textes de loi, les justes et coutumes. Je m'en vais vous dire que le bâtonnier que vous défendez de l'entrée solennelle, des avocats stagiaires, leur a indiqué, il a fait un article qui portait effectivement sur le port de la robe. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et peut-être avons-nous commis un forfait ou un tort. Même si on devait nous sanctionner, ce sera après la résolution, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous n'avons rien. J'ai jamais demandé qu'on vous sanctionne. J'ai jamais demandé qu'on vous sanctionne. J'ai jamais demandé de sanction. Donc, de grâce, laissons le professeur Maurice Kamto. Et je voudrais aussi vous dire merci en passant pour la publicité que vous avez faite de lui. Il grandit davantage. Ce monsieur a un destin pour ce pays, laissez-le faire. Oui, avec 14%, c'est-à-dire même de 2,5%. Et vous agitez avec 71%. Avec 71%, vous ne parlez pas. Avec 71%, vous n'êtes pas serein. Ça se lit à travers votre université que vous affichez dans le texte. Avec 71%, j'aime vous voir sourire. Je suis très calme. Avec 71%, vous ne parvenez pas à gérer le pays. Revenons sur la démarche. Est-ce que le bâtonnier, est-ce qu'on n'a pas manqué de considération, porté à tête à l'honorabilité de vos confrères qui se sont rendus là-bas à travers ce communiqué? Est-ce qu'on ne pouvait pas, on ne devait pas les convoquer, les saisir? Serge Alain, je veux convoquer l'histoire. Souvenez-vous qu'à l'une de vos émissions sur ce plateau, j'ai indiqué que le barreau était un contre-pouvoir. Ça a fait un tollé. Et lorsque chacun est retourné consulter ses notes de formation, ça se tue. L'histoire exacte, c'est quoi? Le bâtonnier n'écrit pas pour le peuple. Il écrit pour les politicards qui veulent s'afficher ou bien qui veulent se faire un petit nom. Il écrit pour ces petits individus-là qui font croire que le barreau est un parti politique ou bien soutient un parti politique. Non. Ce communiqué répond à ces individus-là, aux petits esprits. Oui. Nous sommes un contre-pouvoir. Et j'avais caricaturé en disant que nous sommes les philosophes de la cité. C'est de ça qu'il est question. Si vous relisez le texte, le bâtonnier vous indique que non seulement nous sommes un contre-pouvoir, mais nous devons respecter le contenu de notre déontologie. Donc, ce faisant, vous devez comprendre que pour l'heure, ce qui vient de se passer, les petits cas qu'on vient d'énumérer, démontrent que les us qu'on veut évoquer sont instables au Cameroun. Ça convoque de plus, et je soutiens donc la commission qui nous a représentés lors du grand dialogue national pour dire qu'il faut toiletter la loi de 90. Voilà un des éléments à régler. Si nous ne pouvons pas réfléchir,
J'espère que cette fois-là, on ne mettra pas les voleurs de l'argent de la République. On mettra au moins ceux qui peuvent lire ce que d'autres ont déjà fait, qu'ils aillent copier l'article 3 de la loi française qui encadre le port du titre de l'avocat, le port du costume de l'avocat, qui viennent plaquer. Voilà. Là, pour qu'on s'en sorte, ça c'est le minimum. Donc je pense que le bâtonnier est fondé, il est vraiment dans son droit. Et cette note, si le ministre de la Justice vraiment ne prend pas ça dans ce sens pour motiver au moins la révision de ce texte, c'est qu'il y a problème. Donc vous, les politiciens qui êtes au barreau là, dites au moins au GDS que sur ce plan-là, la loi de 90 doit être modifiée parce que les articles 29, 40 et 41 que vous évoquez là, même en philosophie politique, ça ne permet pas d'encadrer le port de la robe. Ça ne permet pas d'encadrer. Parce qu'alors sur le plan pénal, lorsqu'on dit usurpation des titres, chacun voit, le titre de l'avocat fait partie des titres à usurper. Mais est-ce qu'on peut usurper une robe? Là, je vous envoie regarder Nollywood, vous allez voir comment ces comédiens-là portent les robes d'avocat. Parce que... C'est un comédie, mais on a eu, je voulais faire une rectification. On a vu devant des juridictions venir avec des robes d'avocat des personnes qui étaient en train d'usurper la fonction et qui trichaient. Notamment, on l'a vu ici, où nous avons chassé plusieurs personnes qui avaient en robe. Parce que lorsque vous venez en robe, on vous croit. On croit que vous êtes avocat. On présume. Et on présume. Et c'est pour cela que le Conseil de l'ordre est suffisamment vigilant pour pouvoir faire en sorte que... Parce que le juge pénal ne sanctionne pas l'usurpation de la qualité de l'avocat. Parce que la robe donne une contenance. Je vous en prie. On revient après le journal. Ne vous en faites pas. Bonsoir Cédric Louffelet. Dans un instant, le 20h. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Cédric? Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cet événement important. 3 ans après la catastrophe ferroviaire d'Ezeka, les promesses faites par le gouvernement n'ont pas été tenues. La stèle en construction n'est pas achevée, les travaux piétinent. Et vous verrez dans ce journal comment l'hôpital d'Ezeka n'a pas été pourvu en matériel et plateau technique adéquat, tel que promis au lendemain de cette catastrophe ferroviaire d'Ezeka. Nous ferons le point également sur ce rapport définitif d'expertise qui suscite beaucoup de réactions ces dernières semaines au Cameroun. Nous irons encore à San Melima, dans le département du Djaïlobo, après les événements survenus dans cette ville. Comment les populations vivent-elles ces difficultés socio-économiques et leur espoir à quelques mois des fêtes de fin d'année, notamment pour les commerçants sinistrés qui fondent leur espoir en les promesses gouvernementales de dédommagement. Vous les écouterez dans une série de grands reportages dont l'épisode 1 est à suivre dans le journal de 20h. Et nous reviendrons sur un scandale qui secoue la Commission de l'Union africaine. Vous le savez, il y a quelques jours, la représentante de l'Union africaine aux Nations Unies a été limogée à la suite d'une interview qu'elle a accordée à une chaîne américaine. Interview dans laquelle elle dénonce la politique monétaire entre des pays francophones et la France, décision controversée de l'UA qui suscite une pétition auprès de 90 000 Africains ont déjà demandé sa réintégration. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, fin de cette première partie. Equinox Soir, on se retrouve après le journal de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Madame, Monsieur, place tout de suite donc au 20h qui vous sera présenté une fois de plus par Cédric Louffelet. Sur le plateau qui nous soit, Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours en compagnie de Maître Emmanuel Pincy, avocat, Maître Fabien Keigné, avocat, Maître Augustin Guefak, avocat, et Maître Moustapha Ngwana, avocat. Maître Moustapha Ngwana, le 21 octobre 2016, où étiez-vous? Comment avez-vous appris la nouvelle? Comme tous les Camerounais, je crois que c'était un vendredi. Justement, c'était un vendredi. C'était un vendredi, j'étais à mon bureau. L'affaire a commencé comme une folle rumeur. D'ailleurs, qu'elle avait été démentie par le ministre des Transports de l'époque. Oui. Et ensuite, au fil des minutes qui s'égrenaient, nous avons été surpris de constater qu'effectivement,
l'hécatombe était réelle. C'est un événement malheureux et je crois bien que j'avais participé ici sur votre plateau à l'émission du 23 octobre de 2016 et immédiatement après la catastrophe dont il s'agit. Et 2016, Equinox Soir n'existait pas encore. Pas Equinox Soir, je veux dire, j'étais dans la réponse peut-être. Dans la réponse, naturellement, j'étais sur Equinox. Oui. Donc j'avais participé à une émission. Dans réponse, oui. J'avais participé à une émission et il faut le dire, aujourd'hui, lorsqu'on écoute les différents sons de cloche relativement à ce dossier, on est bien triste. On est bien triste non seulement par rapport aux promesses déjà, parce que vous voyez, on n'arrive pas à construire une stèle en un an. Mais je dois dire que je ne suis pas surpris parce qu'on a eu 50 ans pour organiser le cinquantenaire. On l'a organisé avec 3 années de retard. On a eu une Coupe d'Afrique des Nations qu'on devait organiser. On n'a pas pu l'organiser. Il y a eu glissement. Mais ce qui me navre particulièrement dans le cas du dossier des ECA, c'est l'absence délibérée de soutien du gouvernement c'est-à-dire aux victimes. C'est-à-dire aux victimes, parce que voyez-vous, la somme modique, je dois dire modique, qui a été mise à disposition par le gouvernement de la République, c'est-à-dire qui a été mise à disposition des victimes, c'est-à-dire que ne répond pas aux soucis d'indemnisation, c'est-à-dire qu'à la volonté ou bien à l'idéal d'indemnisation des victimes. Elles ont été indemnisées de manière on ne peut plus insultante. On dit aujourd'hui que la réalité est que le rapport véritable sur les circonstances de l'accident n'a pas été porté à la connaissance des différentes victimes pour qu'elles puissent évaluer réellement le préjudice qu'elles ont subi et également les différentes responsabilités. Il faut le regretter parce qu'il appartient à l'État de protéger les populations. L'État ne peut pas se comporter comme l'avocat de Bolloré. L'État, l'une de ses premières missions, c'est d'assurer notre sécurité, la sécurité des biens et des personnes. Et malheureusement, dans le cas de ce dossier, les populations ont été complètement délaissées. Et c'est fort regrettable. Donc, maintenant, vous voyez, on a proposé des arrangements léonins. Léonin, je dis parce que je suis juriste, c'est-à-dire les arrangements déficitaires, des arrangements qui ne permettent pas aux gens de pouvoir penser véritablement les blessures qui sont les leurs. Lorsque vous avez subi un préjudice d'une telle envergure, il faut qu'il y ait des assurances véritables, quand il parle de police d'assurance véritable, qui vous permettent de pouvoir rentrer dans vos droits, qu'au moins le minimum, que vous puissiez obtenir le minimum. Je puis vous dire que si on avait été outre-Atlantique, les réparations insultantes que nous avons vues n'auraient jamais pu avoir droit de citer. Donc l'État n'a pas aidé les populations camerounaises. Parce qu'il faut dire que l'État a les moyens de pouvoir avoir la bonne information, les moyens de pouvoir avoir le rapport. Maître Moustapha, vous faites allusion au dernier, parce que ça fait l'objet, ça fait les gorges chaudes. La dernière, le don du chef de l'État, vous voulez parler du milliard ou des personnes, des victimes disaient qu'elles avaient perçu certaines 60 000, qui 30 000. Il faut dire, c'est à ça que vous faites allusion? Entre autres, le milliard qui a été mis à disposition par le chef de l'État, nous savons que c'est-à-dire que les modalités de partage n'ont jamais été mises à disposition des uns et des autres. Oui. Donc il y a également une espèce de discrimination qui a prévalu dans le cadre de ce partage-là, ce qui était également regrettable. Oui. Et il faut également dire que de manière générale, l'État n'a pas accompagné les populations. Nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, avec la pollution, bien sûr, oui. Le gouvernement ivoirien a suivi le dossier pour le compte des populations ivoiriennes qui ont quand même reçu des indemnités qui sont au-dessus, qui sont très loin au-dessus de ce que nous avons ici au Cameroun. Donc il y a une forme de coterie, une forme d'omerta dans la gestion des dossiers au Cameroun et on ne peut plus regrettable. Les Camerounais doivent être protégés. Il y a des pays ici où vous allez, on vous disait le citoyen de ce pays avant tout. Je ne vais pas citer les noms, vous connaissez des pays voisins. On vous dit que le citoyen avant tout. Vous voulez parler du Gabon, le Gabon d'abord. C'est vrai, le Gabonais avant tout. Il faudrait qu'au Cameroun, ce soit également à un moment donné le Camerounais avant tout. Ok. Maître Fabien Kenyé, pas de stèle pour au moins penser qu'il y a eu, se rappeler de ce qui s'est passé à Ezeka le 21 octobre 2016. Les travaux sont arrêtés, lancés en septembre 2018.
se sont arrêtés tout de suite. Et je crois qu'ils ont repris aujourd'hui avec le 3e anniversaire. Ce n'est qu'une surprise pour qui ne connaît pas notre État parti RDPC. Non, Maître Pensy va vous répondre tout à l'heure. Il va répondre, je veux qu'il vous écoute. Je le sais. Sur cette question, il n'y aura pas grand-chose à dire. Non, je ne peux vous garantir qu'il n'y aura pas grand-chose à dire. Cette chaleur, voyez-vous, je le dis, quand vous évoquez ce douloureux événement... Donc vous n'êtes pas surpris avec ce qui se passe à le Iseka? parti État RDPC a été programmé depuis, je crois, 50 ans, ou depuis 82 pour échouer. Ce n'est une surprise de personne, voyez-vous. C'est un État qui ne s'occupe pas de ses citoyens. C'est pas moi qui le dis. Voyez-vous, comment peut-on encore admettre, après tant d'années, que des populations qui ont été victimes, que des familles qui ont perdu des êtres chers, qui un ami, qui un époux, en soient encore là à se demander quand est-ce qu'elles seront indemnisées? C'est incroyable. L'État a failli à sa mission. J'ai eu à le dire sur ce plateau que tant que le gouvernement camerounais ne mettra pas l'être humain au centre de ses préoccupations. Oui. Comprenez? Nous ne serons pas sortis de l'auberge. Et c'est vraiment désolant, désastreux. Mon confrère Mustapha tout à l'heure évoquait de l'argent qu'on aurait budgétisé pour les victimes. Est-ce que vous avez été mis au courant de l'origine de cet argent? C'est-à-dire la magnanimité du chef d'une personne. Le chef de l'État a pris ça dans quel budget? Il a pris cet argent où? Et voyez-vous même dans ce genre de sinistre, accompagnement supplémentaire. C'est qui? L'accord 1 milliard il a pris cet argent où? supplémentaire. Et voyez-vous même dans la distribution de cet argent, comme vous le savez, il y a eu des disparitions. Non, il y a eu des éclats de voix, les gens ont trouvé que ce qu'ils recevaient ne reflétait pas. 32 000. Voilà, il y en a qui ont eu 32 000, vous imaginez? 60 000. C'est incroyable. On ne peut rien attendre de cet État-là. Il faut qu'il nous laisse. Il faut qu'il déclare faillite. Que l'État dise qu'il ne peut plus. Que le régime RDPC dise qu'il ne peut plus. Et nous allons apporter une autre solution pour alléger les souffrances des Camerounais. Vous, le MRC, c'est ça? Naturellement, j'ai MRC. Ok. Le MRC a le meilleur programme politique, la meilleure offre pour développer ce pays aujourd'hui. Cela est incontestable. Ça, c'est pour vous. Le programme du SDF était le meilleur. Vous avez dit tout à l'heure que je faisais partie du SDF. Moi, j'ai eu l'avantage de sauter pendant que le bateau coulait. Mais je suis désolé de vous le dire. Permettez que je donne mon point de vue. Même de fois. Une stèle à Iseka, pourquoi faire? Pour qui? D'abord, je pense que c'est un objet. Un lieu de souvenir, hein, Maître Gufa. Alors, souvenir veut dire que les gens iront voir. Bien Ils sûr. passeront par où? Ils passeront par où? Pour aller dans mon village, 13 km, c'est insupportable. C'est pour aller à Iseka que les gens iront. Il n'y a pas de voie. Moi, je pose plutôt, il fallait plutôt poser le sujet autrement. Qu'est devenu le train qui transportait les individus depuis 3 ans? Ne serait-ce que de passage. Dans le wagon, on devrait dire voilà la stèle. Je suis d'accord pour ceux qui ne construisent pas. Parce qu'en réalité, si c'est un peu de l'économie, on dira c'est un investissement raté. Parce que ça ne profite à personne. Voilà. Je suis dur comme ça. Ok. Maître Pensy, votre réponse est tout. On tire à boulet rouge sur le régime qui, pour une autre fois, hein, oui, mais on s'y habitué lorsqu'on écoute. Moi, j'ai remarqué que. Ils disent qu'ils ne sont pas surpris, pas de stèle. A parlé de tout, mais sauf du responsable. Il faudrait savoir que nous sommes en droit dans un cadre de transport ferroviaire où la responsabilité du transporteur est en jeu. Et ce transporteur, c'est Camrail. Et que fait l'État? Non, vous n'en avez jamais parlé. Et que fait Et c'est l'État? une honte. Moi, j'ai eu à gérer le dossier de certaines victimes, chers confrères. Peut-être que vous n'avez pas été au cœur de ce dossier. Mais moi, je le connais parfaitement. Excusez-moi, j'ai déjà... Même le rapport qu'on vous a donné, vous n'en avez rien tiré. S'il vous plaît. Du tout, rien du tout. Vous avez abandonné le pauvre victime, il faut l'assumer. Tout à l'heure, vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Maintenant que vous n'avez pas d'argument et que je suis en train de vous détruire, vous voulez m'interrompre. Mais vous me détruisez comment? Laissez-moi parler. Il ne s'agit pas de déclarer, vous ne faites rien. Vous n'avez jamais parlé. Mais je sais ce que vous allez dire, parce que vous ne direz rien par rapport à ça. Vous devez vous taire face à ce genre de drame
Non, dans lequel vous avez abandonné la population camerounaise. Vous n'avez rien pu faire. Vous n'avez rien pu faire. C'est révoltant. De voir ce que vous avez fait, de voir que l'État camerounais est abandonné autant les victimes. C'est regrettable. C'est inadmissible. On vous a compris. Un peu d'humanisme. Dans cette affaire, mon ami Maître Dissake, qui est avocat, a perdu son épouse. Que Moi, je le sais. Très bien. Et on n'a même pas retrouvé c'est tout ce qui me révolte. Non, attention. Mais l'État n'en a rien fait, l'État est DPC. C'est ce que vous dites. Non, laissez, moi j'ai un drame de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors ça suffit. J'ai une belle-sœur qui a perdu son époux. Est-ce que vous le savez aussi? Je connais aussi des gens qui sont morts. Ah voilà. Donc, nous le savons les tous. Camerounais sont victimes. Mais votre la État personne que vous devez attaquer, c'est Cameroun. Ça nous aide à quoi? Ça sert à rien, c'est Cameroun. Et votre rôle en tant qu'avocat, dans cette affaire-là, où vous avez négocié. On vous a parlé du cas de Côte d'Ivoire. On parle de Côte d'Ivoire. Laissez-moi parler de l'affaire Cameroun. Mais le Cameroun a failli. Le Cameroun a donné 1 milliard. Et tout à l'heure, dans votre contradiction, vous avez dit le Cameroun n'a rien fait. Après, vous avez dit qu'il a donné 1 milliard. Et vous êtes parti en disant il a même allé chercher cet argent où? Ça veut dire que pour vous, dans le cadre de votre politique, il ne fallait même pas donner une aide supplémentaire d'indemnisation. Ce que je voudrais dire, lorsqu'il y a à peu près 79 personnes, si vous multipliez, c'était 100 personnes pour 1 milliard, la plupart des personnes auraient eu un peu plus de 10 millions chacun. Mais en l'occurrence, et vous le savez très bien, dans le droit de la responsabilité dans le cas d'un accident, c'est par rapport au préjudice réellement subi que les gens ont reçu un peu d'argent. Et il n'y avait pas que, à part les 79 morts, il y avait également d'autres blessés. Et ce train était rempli de plusieurs personnes. C'est pour ça que sur le lot des personnes, ils étaient peut-être plus de 500 ou quelque chose comme ça, les gens ont reçu des sommes qui correspondaient à peu près à l'aide que l'État a bien voulu apporter en ces temps difficiles de crise. Ce que je voudrais dire en ce qui vous concerne, c'est d'abord que vous avez été dans le dossier, mais vous savez que qu'est-ce que prévoient les textes en ce qui concerne la responsabilité en matière ferroviaire sur le cadre d'indemnisation. Ce n'est pas la même indemnisation que vous avez dans le cadre, par exemple, d'un accident d'avion. Nous parlons de l'État. Non, je vous dis que le problème, c'est également au niveau des textes pour savoir ce qu'il faudrait donner comme indemnisation. Et ça a posé un problème. Et quant à Cabral, et vous le savez très bien, que le groupe Bolloré, ça ne les intéressait pas. Le transport des passagers, ce qui les intéressait, c'était le transport des marchandises. Et dans ces cas-là, dans ce qui s'est passé, et Bolloré est en train déjà de subir le contre-coup, disons, de ces méfaits au Cameroun, notamment en ce qui concerne le port de Douala, comme on les a... Vous avez finalement ouvert les yeux. Mais laissez-moi, moi je suis en train de critiquer et vous ne l'avez pas fait. Donc je crois que vous êtes toujours à la rescousse et à la remorque de RDDC. Et c'est pour ça que vous avez eu que 11%. Donc vous allez toujours être dans la remorque. Ce que je dois vous dire dans cette affaire, c'est qu'il faut être très sérieux. La responsabilité dans cette affaire, c'est il faudra aller plus loin que ça. Dans le cas d'une ouverture, un pays ne peut pas se faire s'il n'y a pas un maillage au niveau du transport ferroviaire à travers tous les pays. Moi, par exemple, contrairement à ce que vous croyez, aux États-Unis, j'ai pris le train, par exemple, de Washington à New York, en passant par Philadelphie, etc., et en passant, par exemple, dans l'État du Delaware, où Joe Biden est élu, et qui est un paradis fiscal, pour arriver au port, juste à la gare, qui se trouve à la 42e avenue à New York. Donc, moi, je connais, j'ai pris des trains dans tous les pays du monde. Mais vous, effectivement, je comprends que vous n'avez pas de train pour aller dans votre village et que vous ne savez pas ce que c'est que le train. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à savoir que Cameroun, le plus important, c'était de faire des rails qui étaient modernes. Notre pays ne peut se moderniser que si on refait les rails. Le vôtre est où? Vous parlez des États-Unis, le Cameroun est où? Mais attendez, c'est de supporter votre parti là. C'est votre travail. Vous appréciez ailleurs. Et prenez la place de Serge Alain puisque vous voulez me poser des questions. Quand vous revenez ici, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je voudrais dire, et pour terminer, dans le cas de cette affaire, que c'est une affaire très triste. Par rapport à l'Astel, ça montre quand même que souvent, et j'espère, que le choix des personnes par la hiérarchie doit être modifié dans les jours qui viennent. Parce que ça montre quand même quelques carences rédhibitoires et qui sont coupables.
et qu'il faudrait ce changement-là, on changeait également les hommes qui sont certainement des hommes qui peuvent travailler. Ils en existent partout. Mais c'est le jour des élections, quand vous aurez gagné. Et pour l'instant, vous êtes derrière le SDF. Nous, vous avons gagné. Vous avez gagné quoi? Vous êtes derrière le SDF. Vous avez un conseiller municipal, vous avez un député. Nous en avons combien? Nous avons le président de la République du Cameroun. Le président légitime, c'est Tanto. Je vous en prie, on va terminer. Avec 2,8 sur 20. N'est-ce pas? On va terminer l'émission avec... Avec 11% à gérer le pays. Maître Fabien Kenyé, je crois quand même, hein. Lorsque le bâtonnier parle, est-ce que les décisions du bâtonnier peuvent être remises en question? Vous savez, quand on parle de l'avocat, c'est dirigé par un ordre qui a à sa tête. C'est le chef de l'ordre. Le bâtonnier. Oui. Et lorsqu'il prend, il se fait un communiqué comme celui-ci. Nous en prenons acte. Oui. Nous en prenons acte. C'est le premier d'entre nous. Il n'est pas nécessairement le meilleur, mais c'est le premier d'entre nous. Nous en prenons acte. Oui. Nous sommes dans une discipline comme une discipline militaire, c'est le premier d'entre nous. Lorsqu'il a pris ses communiqués, je ne voudrais pas dire que chacun devrait se ranger parce que malgré le fait qu'on appartient à un ordre, la profession d'avocat est composée de gens suffisamment indépendants d'esprit et de corps. Ok. Maître Moustapha Ngwana. Voyez-vous, quand à l'orée de mon propos, je vous ai dit qu'il ne nous appartenait pas de venir sur un plateau de télévision contester les décisions du bâtonnier. Oui. Le bâtonnier est dans le rôle qui est le sien. Lorsque nous lui avons confié le mandat qui est le sien, c'était celui de conduire notre ordre dans une certaine direction. Et c'est là au regard également du programme qu'il a déroulé. Le bâtonnier a estimé, et il est dans son rôle, que cette coutume ou bien cet usage qui est en train de vouloir s'instituer, c'est-à-dire qu'il consiste pour les avocats à mettre la robe en toutes circonstances devrait s'arrêter. Donc il a fait ce choix-là. Qui est un choix qui est conforme, je dois le dire, à la rédaction actuelle de nos textes. Puisqu'il a dessiné ainsi, il nous appartient, nous, avocats au Cameroun, de nous mettre en rang serré derrière notre bâtonnier. Parce qu'il ne nous appartient pas de prendre des positions dissonantes pour fragiliser le bâtonnier. Parce que quand on fragilise le bâtonnier, on fragilise la corporation. Oh, ouais. Donc tous les avocats doivent être unanimes. Lorsque le bâtonnier a pris une décision, et ils doivent se tenir à la décision que le bâtonnier a prise. Donc il ne m'appartient pas, je l'ai dit à l'orée de mon propos, c'est pas à la fin que je vais changer ma position. Donc je suis solidaire de la position de mon bâtonnier. Oui. Donc je voulais lui dire qu'il peut compter sur l'essentiel des avocats et particulièrement des jeunes avocats pour que ces décisions soient respectées. Voilà, Maître Ngefak. Oui, Serge Alain, je vous ai déjà dit que je suis solidaire de ce communiqué et en tant qu'avocat, j'ai interdit aux politicards de passer par notre barreau, cette maison fermée qui n'appartient qu'à cette caste, pour vouloir se faire un peu de lumière là où ils n'ont pas pu. C'est tout. Mais vous n'avez pas de mesure. Parce que moi, vous avez des thèmes que vous n'êtes pas mon objecteur de conscience. Oui, mais il faut avoir de la mesure. Parce que Politica et consort et tout le reste. À ceux qui font croire que le barreau est un parti politique. Ou bien le suppôt d'un parti politique. Okay. C'est de ça qu'il est question. On va terminer donc avec la qualité du tissu. On va d'abord rencontrer Sylvestre Hippolyte Zangaou qui a beaucoup de choses à nous dire. Hein. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangaou. Non, je dis on va terminer avec vous le doigt sur ça. Ce matin, dans Cadence Matinale, vous annonciez ce grand rendez-vous dans quelques instants, 100% football, et vous parliez de cette, je ne sais pas si je peux appeler ça, convocation du général Pierre Semengue. Il convoquait les présidents de clubs aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont répondu présent? On vous dit d'entrée de jeu, difficile de répondre à cette question puisque la réunion était à huis clos, mais selon des informations Equinox Télévision, les présidents de club n'ont pas répondu présent, mais la LFPC s'est réunie quand même, ceux qui la dirigent sont réunis. Ils ont pris un certain nombre de résolutions que nous vous donnerons dans le cadre de l'édition de 100% foot. Dans quelques instants, vous le comprenez Serge Alain, il n'y a pas que sur votre plateau qu'on parle de droit ce soir. À 100% foot, on parlera également de droit puisque le football camerounais désormais se joue beaucoup plus au niveau des juridictions sportives que sur le terrain.
dernière heure, New Star de Douala vient d'être réhabilité en Ligue 1. C'est une décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Cette chambre avait été saisie par le club de Faustin donc après sa relégation en Ligue 2, alors qu'une réunion du conseil d'administration de la LFPC du 11 janvier 2019 avait arrêté le règlement de cette saison 2018-2019. Ce règlement disait clairement que seul un club devait être relégué en Ligue 2. Ça n'a pas été le cas. Le règlement a été changé au cours de la saison et Faustin a donc décidé de contester sa relégation. Il a été maintenu ce soir. C'est une décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. L'incidence de cette résolution, c'est que ça chamboule tout désormais, puisque les clubs tels que l'Aigle Royal de la Ménois qui ont été relégués en D2 régional se maintiennent de fait. Beaucoup de clubs qui ont été relégués sont obligés d'être maintenus sur la base de cette décision. Et donc le CTT, qui a déjà fait son calendrier, est obligé de le revoir. Alors est-ce qu'on va tout remettre à plat, étant donné que le coup d'envoi de cette saison a été donné depuis vendredi dernier? C'est la grosse interrogation de 100% foot ce soir, qui va également, bien évidemment, vous balader dans les différents stades où sont disputées cette première journée de championnat Elite One le week-end dernier. C'est un rendez-vous à ne pas manquer dans quelques instants sur Equinox Télévision. Voilà, justement, on va souhaiter bon vent à Faustin Domke et New Star pour ce retour. Mais on va terminer avec vous, Maître Pensy, sur le barreau. Oui, le mot de la fin. Oui, je voudrais dire que je me réjouis de la position qui a été prise par différents confrères, au-delà des partis politiques où ils sont, pour dire tout simplement que le bâtonnier vient de prendre un communiqué, et ce communiqué donne la ligne directrice, et il faudrait la respecter. Et que je suis de tout corps, et je pense que la décision du bâtonnier est conforme. Nous sommes dans un ordre, il ne faut pas de désordre, et les autres les personnalités qui sont des personnalités politiques peuvent ne pas avoir une bonne connaissance des us et coutumes et des règles du barreau. Il appartenait donc au bâtonnier de mettre les points sur les i, et c'est ça qui fait que nous sommes un ordre qui doit rester fort et uni au-delà des chapelles politiques de chacun. Ok, merci, cher monsieur, merci Maître Fabien Kenyé, merci. Merci Sage Alain, merci Maître Gefa. Un plaisir. Merci Maître Gefa, merci Maître Moustapha Ngwana. Ce fut un plaisir. C'est pas facile de vous avoir, hein, Moustapha Ngwana, Maître. mais je suis arrivé tout de même. Voilà. Merci à vous également, Maître Pensy. Toujours avec Equinox, c'est moi qui vous remercie de m'avoir là. Voilà, merci. Toujours avec Equinox. Voilà, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox sera la première de la semaine. Bonsoir, Ezeka.